Alors nous allons faire, pour évidemment commencer, le point sur la situation très tendue en Israël actuellement. Oui, effectivement. Il y a une heure, très exactement, à 7h heure locale, le régime iranien a tiré quelques missiles en direction du territoire israélien. L'alerte rouge a retenti, on va dire presque dans la quasi-totalité du pays, pas dans le nord, mais dans le centre, dans la métropole de Tel Aviv, à Jérusalem, en Samarie et même dans le sud, dans la région de Be'er-Sheva. Il faut souligner que cette salve est la première après les raids aériens israéliens de la nuit dernière contre des cibles iraniennes sur lesquelles nous allons revenir dans quelques instants. Et puis vers 6h heure d'Israël, les alertes donc ont retenti dans le centre du pays à la suite d'un tir de missile, cette fois en provenance du Yémen. Oui, des millions d'Israéliens sont descendus, on va dire, pour la première fois depuis plusieurs semaines dans les abris, dans la métropole de Tel Aviv, dans le centre, à Modi'in en particulier. Fort heureusement, le seul missile qui a été tiré par les Houthis a été intercepté par les systèmes de défense israéliens. Le porte-parole de Tsahal a appelé la population israélienne à faire montre de vigilance et de responsabilité. La défense passive demande de ne pas quitter les abris avant qu'elle n'ait donné une directive en ce sens. Il faut souligner que le cabinet restreint pour la sécurité nationale israélien se réunira ce matin à 11h pour débattre de la situation sécuritaire. Côté israélien, on affirme toute nouvelle attaque contre le territoire israélien entraînera une riposte puissante de la part de Tsahal en Iran. Et sur le front nord, les dirigeants israéliens répètent également que chaque tir de Hezbollah en direction d'Israël provoquera des ripostes israéliennes, y compris à Beyrouth. Et on a appris il y a quelques instants que Tsahal avait à nouveau bombardé des positions en Iran il y a quelques minutes. Alors, on va revenir sur la soirée d'hier et donc cette nuit de tension très vive que vous avez vécue en Israël avec tous les Israéliens. Oui, en effet, on va revenir chronologiquement sur les événements. Il faut revenir à la décision israélienne de frapper des cibles du Hezbollah dans le quartier de la Daria à Beyrouth hier matin, et ce après que le mouvement terroriste chiite ait tiré pour la première fois depuis quelques jours en direction du nord d'Israël, brisant des arrangements tacites qui avaient été conclus la semaine dernière ou annoncés la semaine dernière. Après les frappes israéliennes à Beyrouth, les Iraniens ont durci le ton et ont menacé de tirer des missiles en direction du territoire israélien, ce qu'ils ont donc fait en soirée. Au total, 10 missiles iraniens ont été tirés vers Israël, déclenchant des alertes dans le nord d'Israël, sur le plateau du Golan et même dans la région du Sharon et en Samarie. Tous les missiles iraniens ont été interceptés par les systèmes de défense israéliens. La défense passive a donné alors de nouvelles directives sur l'ensemble du pays. Et donc après ces tirs, on a appris que le président Trump s'apprêtait à téléphoner au Premier ministre Netanyahou pour lui demander de ne pas riposter à ces tirs iraniens. Et effectivement, plus tard dans la soirée, le président Trump a téléphoné à Benjamin Netanyahou. Il lui a demandé de ne pas riposter. D'après les informations qui ont filtré et qui viennent bien sûr de l'entourage du président américain, Netanyahou aurait dans un premier temps refusé formellement, mais ensuite il aurait apparemment accepté ou se serait résigné à affirmer qu'Israël ne riposterait pas. La conversation aurait été très sereine, sans haussement de ton de la part du président Trump comme la semaine dernière. Et puis après cet appel, le Premier ministre Netanyahou a tenu pendant la nuit des consultations avec les responsables de la défense nationale. Oui, et des consultations qui ont donc finalement abouti à la décision de lancer des dizaines d'avions de chasse israéliens contre des cibles iraniennes à Téhéran, Ispahan, dans l'ouest et dans le centre de l'Iran. Ce sont des systèmes de défense aérienne qui ont été touchés, ainsi que des bases militaires et des infrastructures iraniennes. Selon des sources israéliennes, les raids aériens de Tsahal de la nuit dernière ont été coordonnés avec les Américains. C'est une précision importante. Et désormais, la grande question que l'on se pose, est-ce que Israël va poursuivre ses frappes contre l'Iran au risque de s'attirer les foudres de Donald Trump, ou bien s'il s'agit là d'une riposte qu'Israël devrait réaliser, mais sans vouloir risquer de provoquer une crise ouverte avec un président américain visiblement résolu à conclure un accord avec les Iraniens. En tout cas, conséquence de cette montée de fièvre, l'État d'Israël tout entier est passé en niveau d'alerte orange. Oui, et cela signifie qu'il n'y a pas d'école aujourd'hui dans tout le pays. Les examens du baccalauréat prévus pour aujourd'hui ont été reportés. Pour ce qui est des lieux de travail, ils sont ouverts à condition qu'il y ait sur place des espaces sécurisés. Quant au rassemblement, ils sont autorisés jusqu'à 200 personnes en extérieur et 500 en intérieur, toujours en tenant compte de la possibilité de rejoindre un abri dans les délais impartis. Il faut souligner que le ministère de la Santé prépare le transfert des départements de certains hôpitaux vers des zones protégées. Merci Daniel Haïk, on vous retrouvera dans 25 minutes pour la revue de la presse israélienne. À tout à l'heure.
Une page météo pour compléter ce premier journal d'information. Eh bien, le temps sera de plus en plus chaud. Une météo qui, d'une certaine manière, se calque donc sur la situation sécuritaire en Israël ce matin. Les températures prévues aujourd'hui, 28 degrés à Jérusalem, 27 à Tel Aviv, 26 à Haïfa, 32 à Beersheva et 38 degrés à Eilat. Nous sommes en ligne avec Jonathan Keller. Jonathan, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Alors, la première question que l'on se pose, bien entendu, est-ce qu'il s'agit d'une riposte israélienne à l'attaque des Iraniens d'hier soir qui est limitée, ou vous avez le sentiment que l'on s'achemine vers une escalade de la violence et qu'on reprend un nouveau round de confrontation entre Israël et les Iraniens ? Alors il est un peu tôt pour le savoir. Pour l'instant, les deux parties essayent de communiquer un même message, qui est celui, en effet, d'une escalade militaire, sans pour autant sortir d'un périmètre ou sortir de certaines limites. C'est-à-dire qu'on essaie un peu de jouer des deux côtés, en même temps d'attaquer et de faire passer un message que cette attaque n'est pas si symbolique que cela, sans être pour l'instant une attaque de plus grande envergure. Ce qui s'est passé, c'est effectivement une vingtaine d'attaques israéliennes sur différents sites iraniens. La plupart sont des sites des gardiens de la Révolution, certaines infrastructures des gardiens de la Révolution et des rampes de lancement. Il y a pour l'instant une cible qui ne correspond pas à cette catégorie, qui est une usine pétrochimique, sachant que les cibles pétrolières ou énergétiques autres n'ont pas été encore atteintes dans cette attaque israélienne. Ah, c'est ça. Alors ça, c'est peut-être un indice important, peut-être, d'un nouveau palier qui pourrait être franchi dans la confrontation entre Israël et l'Iran. Je voudrais vous poser une question parce que on s'interroge sur les relations entre Israël et les États-Unis dans le cadre de ce nouveau round. Donald Trump a apparemment très clairement dit à Benjamin Netanyahu qu'il ne souhaitait pas qu'il y ait une riposte de la part de l'armée israélienne au tir de missiles iraniens de la nuit dernière. Et pourtant, les Israéliens ont riposté. Selon certaines informations qui viennent des services de renseignement, que vous connaissez bien, puisque vous avez été officier dans les services de renseignement militaires israéliens, eh bien, une attaque comme celle qui a frappé de l'armée israélienne qui a frappé donc ce matin ou la nuit dernière, dans la nuit, des cibles iraniennes, c'est impossible qu'elle ne soit pas coordonnée avec les forces américaines. C'est effectivement le cas ? Alors, dans le mot coordonné, il y a plusieurs acceptations. Je ne crois pas qu'il y ait une coordination militaire de l'attaque israélienne. Je crois, au contraire, qu'effectivement, on a mis nos amis américains au courant. Il n'y a pas eu de veto américain, ou du moins pas de veto ferme américain à cette attaque. Mais je ne crois pas qu'il s'agisse d'une attaque conjointe comme on l'a connu en février-mars dernier. Mais c'est impossible que une telle attaque ait pu se produire sans que les Israéliens informent les Américains de cette attaque, n'est-ce pas ? Non, on a informé, et puis d'abord ça a été décrit par la presse. Je crois que Netanyahu et Trump ont communiqué hier dans la soirée. Cela, d'après Trump lui-même, ne s'est pas forcément très bien passé, puisque Trump a publiquement annoncé qu'il avait demandé à Israël de ne pas répondre. Je crois que Netanyahu a en effet informé Trump d'une réponse imminente. Il a dû aussi essayer de le calmer en lui expliquant que cette réponse ne créerait pas une escalade incontrôlée. Donc nous avons informé effectivement nos amis américains sans forcément coordonner militairement cette opération. Alors, une telle attaque iranienne de la soirée d'hier, elle ne pouvait pas rester sans réponse de la part d'Israël. Et Israël, si Israël avait cédé, on va dire, aux pressions du président Trump, eh bien, il aurait perdu d'une certaine manière une partie de sa force de dissuasion. C'était incontournable, comme l'affirment en tout cas au moins certains experts sécuritaires. C'était incontournable qu'Israël riposte. C'était en effet incontournable. Je crois que Netanyahu a bien fait. La seule idée de se plier aux demandes américaines, comme si Trump était le réel souverain de l'État d'Israël, et de ne rien faire, aurait eu des conséquences catastrophiques et à long terme. Nous sommes dans un cas de figure qui est radicalement différent que celui qui existait dans les années 80 ou en 91 lors de la guerre du Golfe, lorsque Shamir avait
décidé de ne pas réagir. Et cette fois-ci, je crois effectivement que Netanyahou a pris la bonne décision. Il fallait, ne serait-ce que pour appliquer notre droit souverain de réponse, réagir à cette attaque iranienne. Alors on voit votre jeune fils à l'antenne et c'est tout à fait compréhensible puisqu'il n'y a pas d'école aujourd'hui et donc on est obligé de fonctionner sous un mode tout à fait particulier et c'est tout à fait compréhensible. Je voudrais avoir votre sentiment. Vous avez l'impression que est-ce que vous pouvez envisager un cas de figure où tout ce qui est en train de se passer, c'est une immense mise en scène convenue d'emblée entre Benjamin Netanyahou et Donald Trump? Non, j'ai un peu du mal à voir cela. Je crois que Trump a dit publiquement à plusieurs reprises qu'il s'opposait à une escalade actuelle et qu'il, au contraire, soutenait un retour aux négociations et qu'il avait demandé cela à Netanyahou. Je crois que cette fois-ci, il ne s'agit pas d'un bluff, mais il s'agit d'une réaction authentique de la part des États-Unis. Cela explique pourquoi cette campagne, même si elle est vue comme une opportunité à Jérusalem, elle se fait dans des conditions qui ne nous sont pas forcément favorables. D'abord, ce sont les Iraniens qui ont commencé et Tsahal n'aime pas ce genre de cas de figure. On aime toujours être ceux être les premiers, être ceux qui surprenons la partie adverse et non pas l'opposé. Ensuite, nous y allons seuls. Ça, c'est un peu différent. Ça oui. Nous change de la dernière guerre. Et de trois, la pression diplomatique provenant de Washington, cette fois-ci, ou du moins jusqu'à présent, maintenant on va voir comment cela va se développer ces prochains jours, mais du moins jusqu'à présent, elle est exercée sur nous et non pas sur l'adversaire, sur l'agresseur iranien. Une dernière question, Jonathan. Est-ce que parce que finalement, ce qui a déclenché, on va dire, ce nouveau round de confrontation entre l'Iran et l'État d'Israël, c'est le dossier libanais, c'est le refus aussi d'Israël de se laisser faire et de ne pas pouvoir frapper le Hezbollah à Beyrouth, alors que le Hezbollah continue à bombarder des cibles à l'intérieur du territoire israélien. Que va-t-il se passer, à votre avis, sur le front libanais aujourd'hui, dans les prochains jours ? J'ai presque envie de vous dire rien de spécial. D'ailleurs, je ne comprends plus ce que nous faisons au Liban. Alors que nous avions éliminé l'essentiel du leadership du Hezbollah, alors qu'avec des opérations hollywoodiennes comme l'opération des Biper, nous avions créé un vrai pouvoir dissuasif à long terme sur le Hezbollah, ces dernières semaines, nous laissons le Hezbollah un peu reprendre du poil de la bête, se réorganiser militairement, refonder une base de légitimité au Liban, alors que nous aurions dû essayer de cesser ces combats qui n'ont aucun réel objectif stratégique depuis déjà plusieurs semaines ou plusieurs mois. Donc malheureusement, je crois que cela va continuer. Eh bien, merci beaucoup, Jonathan Keller, officier des services de renseignement militaire israélien, d'avoir accepté de répondre à nos questions dans des circonstances qui sont particulières, puisqu'on est entre deux alertes, et puis donc il n'y a pas d'école en Israël aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir mis à notre disposition ce matin. Bonne continuation et prenez soin de vous et aussi de votre côté là-bas. Merci beaucoup. Je pense que nous sommes en ligne avec Netanel Slama. Netanel, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, bonjour Daniel, comment allez-vous ? Merci, nous ça va. On voulait savoir comment vous alliez dans le Shomron, en Samarie, puisque la Samarie a été, on va dire, le théâtre de plusieurs alertes depuis ce matin. Et apparemment même peut-être d'un impact ou on va dire de dégâts qui ont été commis quelque part en Samarie, sans donner de précision, bien entendu, pour ne pas alerter nos ennemis. Quelle est la situation chez vous dans le Shomron ? On est un peu comme d'habitude, un calme tendu, comme d'habitude. On va au travail tranquillement, les enfants ils sont restés à la maison. Et effectivement, il y a eu aussi le porte-parole de la région de Samarie a dit qu'il y avait eu 3 maisons qui ont été touchées. On n'a pas encore plus de détails, mais on en aura par la suite. Mais on est spectateur du spectacle, du théâtre qui est en train de se passer aujourd'hui au Moyen-Orient. C'est une attaque iranienne qui essaye de rapprocher son sort avec le sort du Liban et le sort d'Israël avec le sort américain. Et c'est, on va dire, une journée comme les autres. Voilà. Nous sommes en guerre depuis 3 ans maintenant. Et aujourd'hui, c'est l'Iran. Et il faut souligner, Netanel, que les Iraniens, dès hier, avaient menacé de frapper
plus spécifiquement ce qu'ils avaient appelé les territoires occupés. Alors on ne sait pas si c'est les territoires occupés, c'est l'ensemble de l'État d'Israël, ça pourrait être le cas pour eux, mais on peut supposer que ça soit plus spécifiquement la Judée et la Samarie, et apparemment ils essayent de tenir parole, quoi, d'une certaine manière. Alors vous savez, c'est très marrant qu'on vous dise ça, parce que à Be'eri, les terroristes, le 7 octobre, quand ils sont rentrés dans les maisons des kibbutzim à Be'eri, ils ont dit on est maintenant dans les maisons des colons de Mitnachalim. Donc pour n'importe quelle personne qui est contre Israël, tout Israël ne doit pas exister, que ce soit à Élie, que ce soit à Tel Aviv, que ce soit à Haïfa, que ce soit à Netanya ou même à Jérusalem. Donc pour eux, les territoires occupés, c'est tout Israël. Donc eux, c'est tout Israël qu'ils veulent détruire, c'est pas seulement ma maison à Élie ou celle des autres auditeurs d'importants en Israël. Alors, je voudrais avoir profité qu'on se parle, et donc en cette matinée plutôt tendue, on va dire, dans le Shomron, pour avoir votre réaction aussi par rapport à une information qui est liée à la France, qui toujours se distingue d'une certaine manière dans ce genre d'opération, et qui prend l'initiative de sanctionner, on va dire, des habitants de Judée et de Samarie. On ne sait pas encore de qui il s'agit, mais des habitants de Judée et de Samarie qui seraient peut-être impliqués dans des violences contre la population palestinienne. Vous avez entendu parler de cette décision de la France ? Non, pas du tout entendu parler de cette décision de la France, mais peut-être qu'il devrait regarder vers Salah Haouri, qu'ils accueillent en France, qui lui aussi a vraiment effectivement fait des violences contre la population. Et apparemment, il a le nom qu'il faut, donc personne ne le poursuivra. Au contraire, il sera accueilli comme un roi à Paris, comme un roi par la LFI, par la gauche française. Mais ces sanctions-là, on l'a dit plusieurs fois, je l'ai dit plusieurs fois sur cette antenne, elles ne affectent pas, elles ne touchent pas. Ils veulent rester spectateurs et du mauvais côté de l'histoire, quand notre histoire est en train de se faire, c'est leur problème. Qui se débrouillent avec leur volonté, leurs sanctions. On se débrouillera avec, on se débrouillera sans. Ça fait bien longtemps, très bien longtemps qu'on n'attend plus rien de la France et quelque chose de logique de leur part. Alors, et quelle serait votre réponse, la réponse des habitants du Shomron, de la Judée et de la Samarie en général, à une telle initiative de sanctions contre des habitants de ces localités ? Pour l'instant, vous dites ça ne nous intéresse pas. On a des missiles sur la tête. On a nos frères et nos soldats qui sont au Liban, qui sont à Gaza, qui sont en Syrie. On est en train de changer le Moyen-Orient complètement. On est en train de faire une zone tampon dans le nord d'Israël, au Liban. On est en train de faire une zone tampon en Syrie. On est en train de grignoter pourcent par pourcent la bande de Gaza. On est en train de complètement se transformer. On est dans une transformation complète de la conception de notre sécurité en Israël jusqu'au jour le jour de la façon dont on se défend, on se protège, de la façon dont aussi on s'approche des Palestiniens, de la façon qu'on a de traiter tous ces sujets-là. Alors, dans un salon parisien, il y a un qui va penser que nous sommes pas encore tout à fait en relation avec tous les traités de Genève et les traités de Rome. Eh ben, c'est leur problème. Franchement, on a d'autres chats à fouetter. Ce matin, je me suis retrouvé à 7h30 à courir au Mamad, à réveiller mes enfants, qui maintenant ils sont plus surpris d'entendre des azakos, c'est-à-dire des sirènes. On est dans un quotidien qui est complètement différent. Si en France, pour eux le problème c'est nous, c'est leur problème. Qu'ils aillent s'occuper de leurs problèmes à eux. Ils ont aussi leurs problèmes à eux. Hein. On peut plus gagner une Ligue des Champions sans brûler la moitié de Paris. Donc si c'est ça qui vraiment les dérange, le fait que moi j'habite à Élie, ça les dérange, qu'ils soient dérangés, et nous on restera chacun dans notre vie. On est en train de construire autre chose qui est beaucoup plus important que les sanctions françaises contre les habitants israéliens. Eh bien, Netanel Slama, merci beaucoup de nous avoir un peu donné on va dire d'une certaine manière, la situation qui règne actuellement en Samarie. On le voit, effectivement, il y a eu des alertes ce matin dans le Shomron, mais vous semblez rester très stoïque et très clairvoyant concernant l'avenir du Shomron et en tout cas l'issue de cette nouvelle confrontation entre Israël et l'Iran. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Une des vraies nouvelles du Shomron de cette semaine, c'est que Smotrich a enfin accepté de donner une réduction d'impôt pour les habitants du Shomron à 7%. Et on a autorisé à peu près une centaine d'implantations dans le Shomron. Donc aujourd'hui, le Shomron, la Samarie, va faire devenir partie intégrante de l'État d'Israël. Donc cette séparation ne servira à rien et ça ne servira à plus personne puisque maintenant nous sommes une partie du peuple d'Israël, une partie de l'État d'Israël.
et nous sommes fiers d'appartenir à cette histoire-là, à ce changement-là de l'histoire. Et je vous remercie, Daniel, de m'avoir fait passer à l'antenne. Je vous souhaite une bonne journée, que vous ayez toujours que des bonnes nouvelles à annoncer. Et une bonne journée à vos auditeurs. Voilà, et bien vous aussi également, dans le Shomron à Eli ou dans l'ensemble du Shomron aujourd'hui. Merci beaucoup, Netanel Slama, d'avoir été avec nous ce matin sur Radio Qualité. C'est une revue de presse israélienne différente par la force des choses que vous nous proposez ce matin. Et oui, effectivement, Rudy, impossible de se contenter uniquement des titres et des manchettes des grands quotidiens israéliens qui ont bouclé leur édition vers minuit et qui sont donc incomplets, on peut le dire, après la nuit que nous venons de passer, même le début de matinée. Le Yediot Aharonot, on va le souligner tout de même, annonce en manchette attaque iranienne contre Israël. Le Israël Hayom titre dans sa manchette, lui, le cessez-le-feu s'effondre après que les Iraniens aient repris les tirs vers le territoire israélien. Et en sous-titre, les deux grands quotidiens israéliens annoncent des millions d'Israéliens retrouvés hier soir les réflexes de la guerre et se tiennent à proximité des chambres blindées et des abris. Après qu'hier matin, Tsahal ait attaqué le quartier de Dakhia à Beyrouth, les menaces iraniennes ont repris jusqu'au tir de 10 missiles iraniens hier soir en direction du nord d'Israël. Pas d'école dans tout le pays, réouverture des abris publics, éventualité de fermeture de l'aéroport. Trump dit à l'Iran, c'est bon, vous avez tiré vos missiles, maintenant revenez à la table des négociations. Voilà ce que l'on peut lire ce matin de manière très succincte dans le Yediot Aharonot et dans le Israël Hayom. Et il s'agit donc d'une couverture assez incomplète de la situation, puisque on le sait, Israël dans la nuit a décidé de riposter à ces tirs de missiles. Oui, les sites d'information annonçaient vers 5h du matin, heure israélienne, que l'armée de l'air israélienne avait bombardé des positions en Iran, à Téhéran et à Ispahan et même ailleurs dans le ouest et dans le centre du pays, y compris des positions à l'aéroport de Téhéran. Au total, selon les Iraniens, Tsahal aurait effectué 15 raids aériens contre des systèmes de défense aérienne, contre des bases militaires iraniennes. Et les Iraniens continuent à se faire menaçants. Tous les sites d'information parlent d'une nouvelle équation iranienne qui est inacceptable pour Israël, celle selon laquelle si Israël frappe à Beyrouth, eh bien les Iraniens tireront des missiles sur le territoire israélien. Et ce matin, donc, Israël a été la cible de missiles en provenance d'Iran, mais également un missile provenant du Yémen. Oui, effectivement, les sites d'information qui nous tiennent informés minute après minute, mentionnent bien entendu cette première salve de missiles. Un missile qui a été tiré par les Houthis à partir du Yémen vers 6h du matin, et puis une salve de missiles tirée à partir du territoire iranien, 3 heures après les frappes de l'armée de l'air israélienne, vers 7h du matin, heure israélienne. Cette salve a obligé, on va dire, presque la quasi-totalité des Israéliens, à l'exception des habitants du nord du pays, à se réfugier dans les chambres blindées. Donc, quelque part, d'une certaine manière, les Israéliens ont retrouvé leurs réflexes et la défense passive donne des directives très précises concernant la nécessité de rester dans les chambres blindées tant que la défense passive ne libère pas les Israéliens. Et puis, il faut noter, l'aéroport Ben Gurion reste ouvert. C'est un point important, en dépit du fait qu'il a été qui faisait partie également de la zone qui a été ciblée par les missiles iraniens. Le site N12, donc de la chaîne 12e chaîne israélienne, a révélé donc hier soir, en fin de soirée, avec son correspondant aux États-Unis, Barak Ravid, la conversation que Trump s'apprêtait donc à avoir avec Benjamin Netanyahou au sujet de cette montée de fièvre. Oui, c'est un véritable scoop que Barak Ravid a dévoilé donc vers 23h. Il a parlé directement lui-même au téléphone avec Donald Trump, qui lui a expliqué qu'il allait téléphoner à Benjamin Netanyahou pour lui demander de ne pas riposter au tir des 10 missiles iraniens. Et le site N12 révèle la teneur de la conversation entre le président américain et le premier ministre israélien, qui a bel et bien eu lieu 1 heure plus tard, vers minuit. Trump a effectivement demandé à Netanyahou de ne pas riposter, car cela mettrait en péril les négociations sur un accord. Trump a demandé à Netanyahou de patienter encore quelques jours. Dans un premier temps, Netanyahou a apparemment tenté de repousser la demande américaine, et ensuite il aurait donné le sentiment d'accepter. Le haut fonctionnaire américain qui a relaté à la chaîne 12 la teneur de cet entretien affirme que cette fois-ci, Trump n'a pas élevé le ton en direction de Netanyahou. Le site d'information israélien, les sites d'information reprennent également les propos de Donald Trump au Financial Times. Durant la nuit, Netanyahou n'aura pas d'autre choix que d'accepter un accord avec l'Iran, aurait dit le président américain. Ce n'est pas lui qui décide, c'est moi. Selon Donald Trump, l'attaque iranienne contre Israël ne change rien à sa volonté de parvenir à un accord avec les Iraniens.
Alors, du côté du Ma'ariv, eh bien, on se tourne vers le site d'information iranien Reja News qui, lui, est affilié au renseignement des gardiens de la révolution iranienne. Oui, et c'est important parce que ce site affirme que la conversation entre Donald Trump et Benjamin Netanyahu aurait été en fait une vaste mise en scène pour endormir les Iraniens et faire croire qu'Israël n'allait pas attaquer. Selon ce site, les derniers développements ont été convenus d'avance entre Benjamin Netanyahu et Donald Trump. Le site iranien s'en prend d'ailleurs au camp des réformistes iraniens qui ont laissé croire qu'il y avait une crise entre Jérusalem et Washington. C'est donc dans le Ma'ariv de ce matin. Alors, qu'écrivent les commentateurs israéliens donc ce matin, non pas dans la presse, on l'a bien compris, mais sur les sites d'information. Et nous allons commencer essentiellement par ceux de la chaîne 12. Nir Dvori, le commentateur militaire de la chaîne 12, affirme que l'Iran est ivre de pouvoir et de force et elle tente d'imposer une nouvelle réalité sécuritaire dans la région. Israël ne peut se permettre de patienter jusqu'à ce que Trump parvienne à un accord avec les Iraniens. Cela remettrait en cause sa sécurité. Trump parle américain dans une région où on parle arabe ou perse, a écrit donc Nir Dvori. Même son de cloche de la part d'Almog Gohen, Israël ne peut se permettre d'attendre un feu vert américain pour attaquer l'Iran. Ohad Remo explique que ce qui guide actuellement les Iraniens, c'est le sentiment que Trump ne veut plus de la guerre contre eux. Israël ne peut pas vivre dans une telle réalité. Yaron Avraham écrit ce matin, Trump ne veut pas d'escalade de la violence, il veut pouvoir délimiter les contours de la situation actuelle dans le Ma'ariv. Enfin, Avi Ashkenazi est sans équivoque. Si Israël ne brise pas la nouvelle équation iranienne, il n'aura plus le moindre rôle à jouer dans la région et Netanyahou n'aura plus rien d'autre à faire que d'aller remettre sa démission au président israélien, Donald Trump. Avi Ashkenazi affirme qu'Israël n'aurait même pas dû accepter les dictats américains de ne pas frapper Beyrouth. Eh bien, nous sommes en ligne avec Sébastien Lévy. Sébastien, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, on veut essayer de mieux comprendre ce qui s'est passé, ce qui se passe dans la tête de Donald Trump, ce qui n'est pas toujours facile. Donald Trump a téléphoné à Benjamin Netanyahou. Il a même prévenu qu'il allait téléphoner. C'est une annonce qu'il a faite à Barak Ravid de la chaîne 12 israélienne pour dire qu'il ne fallait pas qu'Israël attaque. Or, Israël a attaqué. Israël a bombardé des cibles iraniennes pendant la nuit. La question que je vous pose, est-ce que l'on est en route vers une crise entre les États-Unis et Israël autour de ce dossier ou tout cela est une gigantesque mise en scène, comme certains le disent ? C'est extrêmement difficile de répondre. Je rajouterai un point qui vient de tomber, en fait, pour ajouter à la complexité du moment. Vous avez l'ambassadeur des États-Unis en Israël, Mike Huckabee, qui vient de dénoncer dans les termes les plus durs l'attaque iranienne contre Israël. Et donc enjoindre les États-Unis à être solidaires d'Israël dans ce moment et quasiment dans les sous-titres, c'est éventuellement de répondre avec Israël. Ce qui est intéressant, c'est que Mike Huckabee est de l'aile, donc c'est un chrétien évangélique, de l'aile plutôt vraiment très pro-Israël à Washington et dans l'administration Trump, alors qu'on sait que Trump est aussi tiraillé par d'autres éléments un peu plus isolationnistes comme sa chef de cabinet ou comme le vice-président J.D. Vance. Et donc ça montre une chose, ça montre que tout est extrêmement fluide et c'est sans doute d'ailleurs là-dessus que le premier ministre israélien a capitalisé. D'abord, je pense qu'il n'avait pas le choix, il devait répondre. Et puis, je pense qu'il estime qu'on sait que souvent Trump varie et que donc il estime qu'avec peut-être l'escalade qui est en cours, eh bien, que Trump finalement comprendrait la position d'Israël. Il est aussi possible que la réaction d'Israël soit relativement proportionnée et que ça lui permette d'expliquer à Trump ce qu'il se joue aujourd'hui. Mais encore une fois, comment Trump va répondre à cette réponse d'Israël, c'est extrêmement difficile de le dire et je pense que c'est ça évidemment qu'on va observer dans les prochaines années. Et puis à cela, il faut rajouter une information là qui tombe aussi sur le fait que apparemment les Américains, l'attaque israélienne contre les cibles iraniennes a été coordonnée avec les Américains. Et c'est là, encore une fois, effectivement, c'est vrai qu'on n'a pas tous ces éléments, on ne sait pas quelle est la part du théâtre, quelle est la part de mise devant le fait accompli. Est-ce qu'il y a aussi des coordinations entre militaires et que Trump a été vaguement mis au courant ? En même temps, c'est vrai que c'est difficile d'imaginer que ça a été fait sans le feu vert de Donald Trump. Est-ce qu'il y a eu un feu vert orange de la part de Trump ? Est-ce qu'il y a une certaine ambiguïté ? Vous savez, il y a quelque chose de très intéressant. Trump a dit récemment, Netanyahou pseudo-agreed, c'est-à-dire il a vaguement accepté de ne pas répondre. Et encore une fois, on est dans l'ambiguïté. Je pense que chacun est dans l'ambiguïté et je pense qu'on navigue là-dedans. Il est aussi possible qu'on veuille donner des signaux contradictoires aux Iraniens. C'est extrêmement difficile aujourd'hui de démêler le vrai du faux. Oui. Ce qui est sûr,
c'est que voilà, Israël n'avait pas le choix, devait répondre. Et la question, c'est la nature de cette réponse. Et peut-être effectivement que la nature de cette réponse, elle a été coordonnée, et que par contre, je dirais que la liberté de manœuvre d'Israël est quand même relativement limitée par rapport, en tout cas, dans cette première phase. Oui, alors il faut rappeler par exemple qu'un site d'information iranien qui est proche des gardiens de la révolution apparemment affirme que toute cette conversation entre Trump et Netanyahou de la nuit dernière, c'était une sorte d'écran destiné à faire croire qu'il n'y aurait pas d'attaque pour prendre à surprise, on va dire, les systèmes de défense anti-aériens iraniens ou autre chose. On est effectivement, comme vous le dites, dans le vague. La question que je vous pose, il y a une chose tout de même qui semble être plus solide que les autres, c'est que Donald Trump veuille aller vers un accord avec les Iraniens. Ça, c'est solide, n'est-ce pas ? Oui, et c'est d'ailleurs sans doute ce qui pousse aujourd'hui les Iraniens à pousser leur avantage et de se dire, pour un certain nombre de raisons, les midterms, mais avant les midterms, vous avez son anniversaire qui est important ici pour lui, vous avez les célébrations du 4 juillet 1767, vous avez la Coupe du Monde, vous avez tous les propos de Trump en disant il faut un accord, les marchés financiers, et donc la crainte, c'est que les Iraniens en profitent pour pousser leur avantage. Ils lisent les déclarations de Trump et se dire c'est le moment pour nous d'augmenter les enchères, de demander encore plus, parce que Trump de toute façon ne voudra pas réenclencher la guerre. Et ça, c'est le pari sans doute des Iraniens. Et que peut-être le pari des Iraniens, ça a été de se dire il ne voudra pas que la région s'embrase, et donc on peut se permettre, nous, d'attaquer Israël, parce qu'il voudra éviter, peut-être qu'il laissera Israël répondre partiellement, mais il voudra éviter un embrasement. Donc oui, c'est évident qu'aujourd'hui, la crédibilité américaine, elle est, je dirais, un petit peu écornée par cette volonté affichée d'un accord. Les Iraniens le savent, ils poussent leur avantage, et c'est aujourd'hui le vrai danger, à la fois pour Israël, pour les États-Unis, mais aussi pour Israël. Maintenant, évidemment, tout ce que je dis, j'ai peut-être tort, et peut-être que toute cette volonté affichée d'un accord, c'est du bluff. Mais malgré tout, depuis plusieurs semaines, on voit bien que Trump est extrêmement réticent à réenclencher la guerre, pour une raison simple, la guerre est extrêmement impopulaire aux États-Unis. Donc, je pense que c'est le pari aujourd'hui des Iraniens. Il faudra voir si le pari est un pari exact ou pas. Mais là, effectivement, c'est compliqué de le savoir. Tous les cas de figure sont possibles, y compris celui de dire c'est pas nous qui avons repris les hostilités, c'est Israël, et finalement on s'est laissé entraîner, alors que peut-être que Trump a compris, peut-être sous la pression de certains membres de son administration comme Marco Rubio, que c'était peine perdue de parvenir à un accord qui pourrait être suffisamment, on va dire, honnête ou respectable ou respecté, et tout est possible, hein, même ce cas de figure-là. Tout est possible, et c'est là où c'est extrêmement déstabilisant, et c'est un problème au-delà même de ce sujet précis. C'est un petit peu quand même l'instabilité, en tout cas l'imprévisibilité, alors qui parfois est un atout. C'est vrai que la crédibilité de la parole américaine, elle est quand même très très fortement écornée, parce que on ne sait pas exactement en fait qui croire, quel Trump croire, à quel moment dans la semaine, et ça c'est quand même un véritable problème. Je pense que c'est formidable d'être imprévisible, et pour que son adversaire ne sache pas sur quel pied danser, si vous me passez l'expression. Et c'est vrai que là on est dans quand même un grand flou, et qui permet aussi toutes les erreurs de calcul, et il est possible qu'effectivement les Iraniens aient fait une énorme erreur de calcul, et que peut-être on soit à l'aube d'un énorme embrasement de la région, parce que vous avez raison, il est possible que les États-Unis, entre guillemets, mis devant le fait accompli de l'agression iranienne, se disent nous n'avons pas d'autre choix que de répondre. Et vous avez, parce que, encore une fois, et j'insiste, vous avez deux ailes au sein de cette administration, et qu'aujourd'hui vous avez Marco Rubio, vous avez Mike Huckabee, vous avez le sénateur Lindsey Graham, qui risque sans doute demain de pousser Donald Trump à dire aujourd'hui Israël est attaqué, nous devons venir à son secours, et surtout montrer que nous sommes un allié fiable, et donc frapper très très fortement l'Iran. Et donc là, ça serait une erreur de calcul absolument énorme des Iraniens, mais c'est évidemment dur de le dire. Et puis, il y a cette situation dans laquelle, on le voit, les forces américaines, elles sont toujours dans la région. Il suffit de se promener du côté de l'aéroport Ben Gurion pour savoir qu'il y a des dizaines d'avions de cargo américains qui continuent à déverser, on va dire, du matériel, et ils sont toujours là. C'est-à-dire, tout le monde se demande en Israël pourquoi ils sont là, si c'est pour aller vers un accord. Donc, il y a quelque part toujours une forte incertitude à ce niveau-là. Oui, et puis vous pouvez aussi tourner ça, et c'est peut-être sans doute le calcul de Trump, de se dire je ne désarme pas, je montre mes muscles, parce que, in fine, ça finira par convaincre les Iraniens que je suis sérieux, que je garde ça, et que les Iraniens finiront par plier. Le problème, on le voit, les Iraniens ne plient pas, parce que ça reste un régime évidemment fanatique,
Et donc la crainte, c'est que les Iraniens, devant autant d'hésitations américaines, se disent on peut pousser notre avantage toujours plus loin. Trump montre les muscles, mais il n'est pas prêt à s'en servir. Et c'est ça, aujourd'hui, on est dans cette ambiguïté de deux côtés. Trump estime que de montrer ses muscles, ça suffit. Les Iraniens, devant autant d'ultimatums qui ne sont jamais transformés en actions réelles, se disent cause toujours, tu m'intéresses, retenez-moi ou fais un malheur. C'est un petit peu la posture de Trump. Et ça, pour le coup, là encore, c'est quelque chose qui affaiblit les États-Unis, qui affaiblit Israël et qui risque demain de mener à l'embrasement parce qu'on ne sait pas effectivement si Trump pourrait ne pas changer d'avis demain et de se dire enough is enough, j'en ai assez et je réengage tout, ou bien les contingences politiques sont telles et économiques qu'il finira par trouver un accord quel qu'il soit pour calmer les marchés financiers, pour remonter en popularité, pour faire baisser le coût de l'essence. Encore une fois, tout est sur la table. En tout cas, les Iraniens ont clairement aujourd'hui une idée derrière la tête, de se dire Trump ne veut pas reprendre la guerre malgré toutes ces rodomontades, et donc c'est l'occasion pour nous de pousser notre avantage. Une dernière question sous forme d'estimation d'un des experts israéliens qui dit que en fait, Donald Trump continue à parler en américain, en anglais, dans une région où on parle en arabe et en perse en particulier. Vous acceptez cette appréciation ? Oui, il y a clairement de ça. Et puis il y a aussi, et c'est un petit peu, je pense aussi ce qu'a voulu dire cet analyste, vous avez peut-être une certaine idée, comme je l'ai dit, de montrer la rationalité, de dire personne n'osera, je dirais, défier l'armada américaine avec une telle armada, sauf que, de facto, les Iraniens sont prêts à la défier. Et que oui, vous avez la rationalité, une certaine rationalité comme américaine et occidentale d'un côté, et puis vous avez effectivement le fanatisme de l'autre, et c'est là où effectivement ce sont deux langages différents, et les Iraniens aujourd'hui, eux, raisonnent en temps long, et ils se disent que Donald Trump, parce qu'on peut aussi le voir de cette façon-là, un régime dictatorial de l'autre qui n'a pas de compte à rendre à son opinion publique, par rapport à un régime démocratique qui, lui, en a. Et donc là aussi, vous avez deux langages différents, et c'est là aussi peut-être, c'est là aussi le calcul des Iraniens de se dire, le temps est avec nous, on peut se permettre de faire monter les enchères, parce que Trump ne peut pas se permettre de nous suivre si on était au poker, et donc de nous demander, en fait, d'augmenter toujours la mise, et il sera obligé de se coucher à un moment donné. Je ne suis pas un expert du poker, donc j'espère que je ne me suis pas trompé, mais je pense que vous avez compris l'idée. On a bien compris. Merci beaucoup, Sébastien Lévy, d'être resté réveillé à cette heure tardive à New York où vous êtes, pour nous expliquer cette complexité de la position des Américains. Oui. Et bon courage en Israël. Merci beaucoup, Sébastien. À bientôt. Bonne continuation. Shalom, shalom. Merci, à bientôt. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Firouzeh Nahvandi. Firouzeh, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes professeur émérite d'origine iranienne à l'Université libre de Bruxelles et vous êtes spécialiste des pays musulmans, qui sont musulmans non arabes. Alors avec vous, je voudrais d'abord, bien entendu, à chaud, on vous avait sollicité pour parler de peut-être ce qui pourrait être une sorte de début de révolte de la part des étudiants ou des lycéens. On va revenir là-dessus, iraniens. Mais avant tout, bien entendu, l'actualité ici en Israël, c'est les tirs de missiles iraniens en direction du territoire israélien ce matin, c'est-à-dire la tension qui a grimpé depuis hier soir. Je voudrais avoir votre réaction. Écoutez, pour le moment, je ne sais pas exactement ce que va être le futur. Je crois que personne d'ailleurs ne peut vraiment le savoir, mais la réaction à chaud, c'est que je suis consternée par les répercussions possibles. Je sais qu'il y a plusieurs villes et plusieurs sites qui ont été touchés par les Israéliens. Je sais que les Iraniens ont aussi riposte et donc je crains pour la population et les conséquences que cela peut avoir pour une population iranienne qui est déjà dans un état vraiment très difficile économiquement et également dans l'attente de la fin de ce conflit, ce qui est loin d'être le cas pour le moment, puisqu'on voit que les frappes et les confrontations commencent de plus belle, donc dans l'attente pour le moment. Alors justement, donc dans cette expectative, je voudrais que vous nous aidiez à mieux comprendre comment on peut expliquer on va dire à des Occidentaux ou même à des Israéliens que le régime iranien, qui a été frappé quand même pendant 40 jours à partir du 28 février, qui a subi des frappes et des destructions massives, eh bien parviennent
2 mois après, eh bien, a donné le sentiment que c'est lui qui mène la baraque, c'est lui qui mène l'attaque, c'est lui qui donne, qui ose d'une certaine manière provoquer parfois les Américains, mais aussi même les Israéliens. Il n'a pas l'air d'être, par exemple, effrayé par le fait de dire si les Israéliens tirent en direction de Beyrouth, eh bien nous tirerons en direction du territoire israélien, et ils le font. Comment vous expliquez cette mentalité ? Écoutez, pour le moment et depuis le début, de toute façon, ce régime joue le tout pour le tout. Il essaye aussi de jouer le chaud et le froid. Pour ce régime, c'est une question de survie et une question de crédibilité. Et donc, en même temps, il se lance dans des pourparlers et parle de négociations, encore qu'on ne sait pas très bien ce qu'il en est avec les Américains, mais essaye surtout d'étendre la question des affrontements un petit peu dans toute la région. Et sa dernière affirmation, c'était d'inclure le Liban et le Hezbollah dans les négociations, parce qu'on sent bien qu'il ne veut pas arriver à des conclusions qui mettraient fin à cette guerre pour le régime iranien. Cette guerre, d'une certaine manière, c'est aussi une question de survie. C'est ce qui est important, surtout qu'à l'intérieur, eh bien, il n'a pas quand même réussi à contrôler sa population, malgré le fait que la répression est très forte, malgré le fait que tous les jours, il y a des personnes qui sont pendues, malgré le fait que les arrestations continuent, malgré le fait que maintenant, on a de nouveau un soulèvement des étudiants qui se met en place. Le régime n'arrive pas à contrôler l'intérieur. Et donc, pour l'extérieur, il ne veut pas perdre la face aussi également. Alors on va revenir sur cette révolte des étudiants, mais une question, c'est-à-dire, vous avez le sentiment que Donald Trump se laisse manipuler par, on va dire, les dirigeants de Téhéran, par le régime des mollahs ? Mais je pense que le point essentiel est que les Iraniens connaissent très bien les Américains, ont fini par connaître très très bien Donald Trump. Or, le contraire n'est pas vrai. Et donc, connaissant Donald Trump, ses hésitations, parce que finalement, on voit bien que Trump est entré dans une guerre dont il ne mesurait pas vraiment les différentes dimensions, et qu'il n'a qu'une seule envie, c'est de s'en sortir. Et donc, les Iraniens comprennent très bien cela et jouent avec les réactions de Trump à leur profit. Et donc, effectivement, on peut avoir l'impression que c'est eux qui mènent la danse. En tout cas, je crois que le régime iranien pense qu'il mène la danse et se sent fort dans cette situation, parce que, justement, il ajoute chaque fois un point aux négociations, et eh bien, il n'y a pas de réponse ferme de l'autre côté. Donc, d'une certaine manière, on peut dire qu'il manipule la psychologie de Donald Trump. Alors, concernant cette révolte des étudiants, on a parlé ces derniers jours de lycéens qui sont sortis dans la rue. Je ne sais pas si c'est uniquement des lycéens, mais aussi des étudiants dans des universités. Est-ce que vous pensez qu'il y a là un début véritablement de mouvements, de pression qui peuvent se transformer en des émeutes contre le régime, et qui peuvent peut-être même aboutir à la chute du régime ? Je ne pense pas que, encore une fois, les manifestations qu'il peut y avoir du côté de la population puissent aboutir dans les conditions actuelles à une chute du régime. Mais en tout cas, ce que montrent les manifestations récentes, ce ne sont pas seulement les lycéens, ce sont également les universités, pour des questions de conditions des examens qui doivent avoir lieu. Mais ça montre que le mécontentement est
et les manifestations de la population à travers les étudiants qui sont quand même un point important dans la population et les réactions de la population, ces manifestations et les mécontentements ne se sont pas arrêtés malgré la répression terrible et donc on peut espérer, j'espère en tout cas, que ce régime puisse tomber, mais c'est encore aléatoire parce que la répression reste féroce et sans état d'âme. On voit très très bien que d'une part, le régime n'en a rien à faire de sa population, comme de toute façon, il faut le dire, le régime manipule également la question libanaise et n'en a rien à faire de la population libanaise, son seul but étant sa survie et de montrer qu'il est le plus fort dans la région. Alors finalement, on se retrouve dans une situation où, alors que les Américains essayent de signer un accord avec l'Iran, finalement, la seule bouée de sauvetage qui se présente, qui se profile à l'horizon pour le peuple iranien, en tout cas pour ceux qui sont dans l'opposition, eh bien c'est Israël. En tout cas, ce qui est certain, c'est que autant il y a du côté des États-Unis des hésitations, on avance un petit peu, on recule, on menace. La position d'Israël est très claire depuis le début. Et donc, comme Israël veut la chute de ce régime, eh bien, ceux qui, en Iran, veulent la chute de ce régime comptent là-dessus, bien évidemment. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin et Firouzeh, et de nous avoir donné l'avis, on va dire au moins d'une partie de l'opposition iranienne, de vous avoir donné votre avis sur ces derniers développements, ce qui se passe ici dans notre région. Merci d'avoir été avec nous. Bonne continuation. À bientôt. Merci. Il nous reste 3 minutes. Alors, on va redonner avec vous, Olivier, les consignes de la défense passive, les consignes de sécurité de la défense passive. Intérieur qui a placé donc l'ensemble d'Israël à partir de 2h du matin à un niveau d'alerte orange avec 3 principales mesures pour le moment. Tous les établissements scolaires du pays sont fermés, donc écoles, Ganim, jardin d'enfants, tout est fermé et il n'y a pas d'école. Aujourd'hui, les lieux de travail sont, eux, ouverts. Ils peuvent rester en tout cas ouverts uniquement s'il est possible de rejoindre un espace protégé, conforme dans le délai prévu en cas d'alerte. Et puis les rassemblements, c'est très important. Les rassemblements sont limités, eux, à 200 personnes en extérieur et 500 personnes dans un bâtiment, à condition, bien sûr, qu'il y ait un accès rapide à un espace protégé. C'est pour le moment les 3 consignes principales et les principales mesures qui sont prises concernant la sécurité des citoyens israéliens. Eh bien voilà, merci beaucoup Olivier d'avoir été avec nous ce matin. Merci pour votre présence dans cette situation, on va dire, particulière. On ne pas se rencontrer dans ces conditions. Voilà. Effectivement. Eh bien, nous allons maintenant terminer cette heure d'actualité avec la chronique de notre consoeur, si je ne m'abuse, Nathalie Sosnaofir. Est-ce là ? Voilà, eh bien, on va souhaiter à tous nos auditeurs de passer une journée sereine, bien entendu, dans la mesure du possible. Respectez les directives de la défense passive. Restez près d'un abri public ou d'une chambre blindée. Et on vous donne rendez-vous demain à 8h pour une nouvelle édition, probablement une édition spéciale autour de la situation sécuritaire ici dans la région. Une nouvelle controverse est venue illustrer le durcissement progressif de la politique française à l'égard d'Israël. Paris a décidé de limiter la participation officielle d'Israël au salon Eurosatory, l'un des grands rendez-vous mondiaux de l'industrie de l'armement. Alors concrètement, Israël ne sera pas absent, mais relégué au second plan. Pas de pavillon national, pas de représentation officielle du ministère israélien de la Défense. Les entreprises israéliennes de défense seront quant à elles autorisées à participer, mais uniquement pour présenter des systèmes défensifs. Les systèmes qualifiés d'offensifs sont, eux, interdits. Alors à Jérusalem, la réaction n'a pas tardé. Le ministère de la Défense a dénoncé une décision honteuse, une inégalité de traitement avec les autres exposants internationaux. Car une question se pose, les mêmes critères sont-ils appliqués à tous les participants du salon
ou Israël fait-il l'objet d'un régime particulier? Jérusalem accuse également la France de chercher à écarter des systèmes d'armes dont l'efficacité opérationnelle a pourtant été démontrée face à des organisations terroristes et à des régimes hostiles. Alors cette décision intervient dans un contexte diplomatique déjà extrêmement tendu, quelques jours seulement après les critiques françaises contre l'élargissement des opérations israéliennes au Liban. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a affirmé que, je cite, « rien ne peut justifier la prolongation des opérations militaires israéliennes au Liban », pas même apparemment, selon le ministre, les tirs incessants du Hezbollah qui ont fait 15 victimes, dont 14 soldats, et contraint des milliers d'Israéliens à se confiner dans les abris, le tout alors qu'un cessez-le-feu est en vigueur. Et s'il y avait, comme le dit Israël, des motivations commerciales également à ce boycott partiel, il y a quelques jours à peine, le Premier ministre français, Sébastien Lecornu, reconnaissait lui-même devant le Sénat qu'Israël n'était nullement dépendant de l'industrie de défense française. Il rappelait même qu'Israël figurait parmi les principaux concurrents de l'industrie d'armement de la France sur les marchés internationaux et que l'État hébreu se passait pratiquement d'équipements militaires français depuis de nombreuses années. Et lorsque le Premier ministre français rappelle qu'Israël est l'un des principaux concurrents de l'industrie française, ne reconnaît-il pas en même temps son succès? Alors, ce n'est pas la première fois que Paris agit de la sorte. En mai 2024, l'Élysée avait déjà demandé l'exclusion des entreprises israéliennes au salon Eurosatori, invoquant alors la guerre à Gaza. La décision avait provoqué une très vive polémique et entraîné plusieurs recours devant la justice. Les tribunaux avaient finalement conduit à un assouplissement partiel des restrictions. Des mesures similaires avaient également été observées alors que d'autres salons de défense organisés en France en 2024 et en 2025. Alors pour Jérusalem, bien sûr, il ne s'agit donc plus d'un incident isolé, mais d'une politique récurrente. Il existe d'ailleurs un autre paradoxe. La France autorise la présentation de systèmes dits défensifs, mais interdit celle de systèmes offensifs. Or, cette distinction qui paraît simple sur le papier, elle est beaucoup moins dans la réalité. Dans l'industrie de défense moderne, les technologies sont souvent duales, les mêmes capteurs, les mêmes logiciels, les mêmes radars peuvent servir à protéger, à détecter, à intercepter ou à neutraliser une menace. La frontière est donc parfois moins technique que politique. Et puis, il y a une autre contradiction. Depuis la guerre en Ukraine, les dirigeants européens répètent que l'Europe doit renforcer ses capacités militaires, investir davantage dans sa défense et réduire ses dépendances stratégiques. Dans le même temps, la France limite la visibilité de l'un des pays les plus innovants au monde dans les domaines de la défense aérienne, des drones, de la guerre électronique, du renseignement et de la protection des infrastructures sensibles. Autre paradoxe difficile à ignorer, les systèmes israéliens sont achetés, étudiés, utilisés dans de nombreux pays. Leur efficacité opérationnelle est régulièrement saluée et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les exportations d'armement israéliens ont atteint un record en 2025, plus de 19 milliards de dollars de contrats signés, une hausse de près de 30% en un an et un doublement en 5 ans. Et détail intéressant, l'Europe représente à elle seule 36% des exportations israéliennes de défense devant l'Asie-Pacifique et l'Amérique du Nord. Autrement dit, pendant que la France limite la visibilité de l'industrie israélienne de défense sur son territoire, eh bien le reste de l'Europe continue d'acheter massivement ces technologies. Et puis, autre comble, la France et l'Union européenne se présentent traditionnellement comme les défenseurs du libre-échange, de la libre concurrence, de l'égalité d'accès au marché. Or, dans cette affaire, Israël est précisément confronté à l'inverse. Alors, ce boycott partiel raconte quelque chose de l'évolution de l'attitude française à l'égard d'Israël. Il ne s'agit plus seulement d'un désaccord avec la politique israélienne, mais d'une tentative progressive de repousser Israël vers les marges, de le rendre moins visible dans certains forums internationaux, sans toutefois rompre les relations. Alors, moins visible peut-être, moins performant et moins convoité, certainement pas.